avec ses copains, et comme ses copains c'était Braque, Utrillo, Marie-Laurencin, Dufy, voilà, et puis je m'asseyais dans un petit coin, elle me disait aujourd'hui tu n'iras pas à l'école, nous allons voir Braque. Ah bon, qui c'est? C'est un grand artiste, c'est un artiste extraordinaire. Je parle de Braque en plus parce qu'évidemment le cubisme nous ramène à Cézanne, mais c'est vrai, alors c'était... Je veux dire, elle me donnait conscience que j'allais pas voir juste des gens ordinaires, j'allais voir des gens extraordinaires. Ça m'a toujours... Elle était très groupie, ma grand-mère. Elle était groupie. Non, mais elle était... Oui, je pense que bon, c'est une femme très extraordinaire, la mère de mon père, donc de Gérard, Henri. Je pense qu'elle aurait adoré être une artiste, elle ne l'était pas, mais elle avait cette espèce de passion, développée plus tard, une grande amitié avec Rostropovitch. Elle a participé à lancer François-René Duchâble, le pianiste, qui d'ailleurs après a travaillé avec moi sur Fauteuil d'orchestre. Voilà, elle a eu aussi des aventures sentimentales avec des artistes, donc elle était groupie vraiment. elle a eu une histoire d'amour avec Raoul Dufy qui s'est transformée en une grande amitié jusqu'à la mort de Raoul Dufy. Elle a très bien connu Fujita, que moi je n'ai pas connu, mais avec lequel elle a eu une correspondance absolument démente, avec des dessins Fujita, avec des espèces de caricatures de ma grand-mère que j'ai, qui sont des témoignages insensés. Et voilà, j'ai baigné là-dedans, et puis, enfin bon, j'ai fait plein de choses après, donc qui n'ont rien à voir avec tout ça, mais c'est là quoi. Et le rapport Cézanne et vous, alors, au lieu de dire Cézanne voilà, et moi, quand ça a commencé? Quand est-ce que vous l'avez découvert? Le rapport Cézanne, il a été un petit peu comme, je pense, le rapport de la plupart des gens qui ne sont pas des experts, qui ne sont pas des habitants de Aix, qui ont quand même une culture cézannienne beaucoup plus poussée que les autres, mais c'est que j'ai vu des tableaux de Cézanne toute ma vie dans les musées, que je les ai trouvés magnifiques, mais je ne savais rien de l'homme. Je ne connaissais pas du tout. Ça a commencé beaucoup avec les impressionnistes, bien sûr, et donc Toulouse-Lautrec un tout petit peu plus tard. Mais ça, c'est le naturalisme en peinture, et c'est ce qui arrive en littérature avec Zola, et c'est ce mouvement-là qui est bon. Alors maintenant, que se serait-il passé? Je ne sais pas si Zola avait vu les derniers Cézanne. Il ne les a pas vus, il est mort 4 ans avant. Et les derniers Cézanne, ils sont de plus en plus vers le cubisme et l'abstraction. C'est ceux qui nous séduisent le plus, il faut bien le dire quand même. C'est ceux qui ont bouleversé l'histoire de l'art avec un grand H. Tous les artistes qui ont suivi, ils sont tous d'accord pratiquement pour le dire. Je cite à la fin Picasso et Matisse, mais enfin ils sont tous. Là, il y a une exposition à Londres, je crois qu'elle est malheureusement finie et j'ai pas pu y aller. Les collections des artistes, de Bacon, enfin tous les Lucian Freud, tous ces gens-là, ils ont tous acheté un Cézanne, ils ont pu. C'est pour eux le dieu, effectivement. Donc ça, est-ce que Zola l'aurait compris? Je n'en sais rien, parce que quand même, quelques années... alors moi j'ai situé ça en 88, ça se passe pas en 88, mais j'ai volé un texte qu'il a écrit, je crois, en 95, Zola, 96, c'est facile à vérifier parce que c'est partout, où il désavoue complètement ce qu'il a dit sur les impressionnistes quand il avait 25 ans, et où il dit, en effet, j'ai piqué des phrases qui sont dans le film, tous ces taches partout, on dirait du linge lavé, etc., etc. Donc il est redevenu beaucoup plus conventionnel dans ses goûts pour la peinture. Ne parlons pas d'Alexandrine qui, quelque temps après la mort de Zola, a tout vendu et pour rien. Et elle a vendu tous les Cézanne qui étaient au grenier. Donc tout ça est vrai. C'est certainement pas un film ni sur la littérature ni sur la peinture, c'est un film sur les artistes. C'est ça, donc, la difficulté, le doute, et puis voilà, et puis parler des grands hommes qui ne sont pas l'angle des grands hommes, parce que les grands hommes, voilà, ils ont des femmes qui sont d'ailleurs très importantes, et puis ils ont
des mesquineries, des générosités, des doutes, des jalousies, des moments de grande détresse, de grands doutes. Ils ont tout ça. Et donc, c'était cet aspect-là qui m'intéressait, c'est de déboussoler un peu toutes ces statues et puis de les montrer jeunes. Encore une fois, on a tous des idées un peu scolaires, parce que ça nous vient de l'école, tout simplement, avec des barbus qui ont commencé à être très célèbres quand ils sont très vieux, souvent, ou jamais, mais enfin, mais ça m'intéressait de plonger dans la vie quotidienne de ces gens quand ils sont enfants. L'œuvre que je n'avais jamais lue, je l'avoue. J'avais lu d'autres livres de Zola, mais pas celui-là, qui n'est pas un de celui, non, il n'est pas au programme. Il est en train de le devenir, ouais, absolument. Donc je me suis jetée là-dedans et j'étais complètement... j'ai pris beaucoup de notes, bien sûr, parce qu'en plus, par exemple, les descriptions de tout ce qu'on découvre ici quand on vient, c'est magnifiquement, évidemment, écrit. L'enfance de ces trois garçons, puisqu'ils sont trois, puisqu'il y a aussi Battistin, Jean-Baptiste Baye. Par rapport aux images que vous filmez sur la Provence, sur la Seine-Victoire, sur les paysages, ce sont la majorité des plans fixes. Est-ce que c'est pour compenser peut-être cette frustration de ne pas voir les œuvres de Cézanne? Oui, bien sûr, c'est le générique de fin. C'est le générique de fin. Mais même tout le long, même on voit les paysages, et souvent c'est fixe. Donc on a l'impression que vous mettez son œuvre comme ça, vous fixez le paysage aussi. On voit ce qu'il voit. Oui. On voit ce qu'il voit. Il y a une photo absolument extraordinaire de Cézanne, qui est probablement la dernière année de sa vie, donc en 1906, parce qu'il existe très peu de photos de lui, il y en a 5-6, où il est assis dans son costume noir, avec son chapeau noir, tout seul. Il est devant rien, en fait. Il est assis, parce que dans la porte, il y a cette photo avec la chaise, mais il y a une photo incroyable, il est assis comme ça, photographié de profil, je sais pas partout, au milieu de la nature, il n'y a pas de chevalet, il n'y a rien du tout. Après, moi, j'ai arrangé cette scène, je l'ai fait peindre. Et il regarde. Il y a une solitude et en même temps une plénitude extraordinaire. Et c'est une photo qui explique tout, parce qu'il restait des heures comme ça à regarder, à contempler les différentes couleurs, les différentes... Et c'est vrai que... Je me souviens plus de la question que vous m'avez posée, mais je suis en train de répondre à quoi, je ne sais pas. Oui, et c'est ça, il fixait quelque chose pendant des heures, avant de même oser prendre... Oui, on le ressent bien ça, Ouais. On le ressent bien. Ouais. Il plantait son chevalet et là, il était dans une sorte de face-à-face avec le sujet, avec ce qu'il voyait. le motif, puisqu'on l'appelait ça. Oui, voilà.